est temps de parler culture sur France 24 et aujourd'hui en compagnie de la chorégraphe Blancali. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans quelques instants, vous allez nous présenter votre dernière création, Robot, où humains et machines dansent à l'unisson. Et justement, certains vont encore plus loin à suivre dans cette émission Rencontre avec Miku Hatsune, la chanteuse virtuelle star au Japon. Enfin, leur humour so british a fait le tour du monde 30 ans après leur dernier film, les Monty Python se reforment. Et on commence donc avec cette nouvelle qui ravira les fans du comique de l'absurde. Les maîtres en la matière, j'ai nommé les Monty Python, ont annoncé la création d'un nouveau spectacle, le premier depuis 30 ans. John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin et Terry Jones étaient réunis pour l'occasion, une joyeuse bande de septuagénaires qui, vous allez le voir, n'a rien perdu de son esprit loufoque. Chaos. Sit down. Sit down. Huh? Sorry about that, ladies and gentlemen. Sorry. Left it too long. It will be too. Si on avait trop attendu, ça aurait été trop tard. Au début, on fera juste ce show. Après, ça dépend de combien de temps Eric ou Michael vont vivre. On s'est dit que ça serait marrant de voir si on était toujours aussi drôle. Pour l'instant, c'est ça notre intention. On veut juste faire le choix au tout et voir si on peut remplir la salle. Je pense qu'on peut s'attendre à un peu de comédie, beaucoup de pathos et du sexe d'un autre temps. Et voilà, vous savez à quoi vous attendre. Rendez-vous pris le 1er juillet pour ces grandes retrouvailles 3 décennies plus tard. La dernière fois que les 5 comiques avaient été vus ensemble remontait à 1998 au Festival d'humour d'Aspen aux États-Unis. Le dernier film des Monty Python, lui, Le sens de la vie, date de 1983. Il avait été réalisé par Terry Jones, tout comme le mythique La vie de Brian. Blanca, j'imagine que vous connaissez un peu les Monty Python. Ah oui. Vous avez parfois aussi ce côté décalé. On a retrouvé un petit court-métrage Home Fitness où vous étiez aussi oui. un peu dans cet humour. Vous aimez un peu ce genre de décalage? J'adore parce qu'ils sont très physiques dans leur humour. C'est vrai. Et moi, j'ai toujours adoré ça de eux. C'est que des fois, ils n'ont pas besoin de mots, juste un geste, un mouvement. Exactement. Et c'est ça qui est très fort. Et les faire chercher est là. On va maintenant du coup parler de votre dernière création. Le spectacle s'appelle Robot. Vous avez choisi un sujet qui est d'actualité, qui nous concerne tous de plus en plus, la place des machines dans notre vie. Racontez-nous. Oui, je pense que comme tout le monde, on se pose la question des changements qu'il y a dans notre vie de plus en plus avec les machines qui s'intègrent à notre quotidien. Et les choses qu'avant on faisait d'une manière naturelle, aujourd'hui, on le fait avec les machines aussi naturellement. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir. Je me dis à quelle vitesse on s'adapte. Donc il y a une vraie adaptation de l'homme à la machine parce qu'on nous propose une nouvelle machine et tout de suite on est d'accord. Et on partage notre vie avec et on ne se pose pas la question. Et j'ai commencé à réfléchir sur ça et j'ai eu cette idée de me dire pourquoi je ne ferais pas un spectacle qui parle justement de la relation de l'homme et la machine et peut-être l'amener même plus loin. Est-ce qu'on peut créer l'émotion avec les machines? Alors justement, on va regarder ce que ça donne. Le spectacle sera à voir du 23 décembre au 5 janvier au Théâtre des Champs-Élysées, ici à Paris. En attendant, en voici quelques images. Voilà pour Robot, la nouvelle création de Blancali. C'est un spectacle qui est né aussi d'une rencontre avec un groupe d'artistes japonais, Maiwa Denki. Ouais. Ils ont composé ça, tous les sons qu'on entend. Non, en fait, c'est quand j'ai commencé ma recherche sur les machines que j'ai tombé un peu sur beaucoup d'artistes qui travaillaient avec les nouvelles technologies, sur la robotique et tout ça. J'ai fait un voyage au Japon pour rencontrer plein de monde et voir de quelle manière je voulais raconter cet spectacle. Et j'ai rencontré Maiwa Denki, qui est un artiste japonais qui travaille, il invente des machines qui jouent la musique tout seul.
Et c'est des machines très poétiques, avec beaucoup d'humour, et en même temps hautement technologiques, parce que c'est des robots qui jouent en live. Donc notre orchestre, c'est des vrais musiciens, mais on voit aussi cette place des machines. Puisqu'on parle du Japon, vous avez déjà entendu parler de Hatsune Miku Hatsune. C'est la chanteuse que vous parlez tout à l'heure. Voilà, vous allez en découvrir un peu plus, puisque c'est une star au Japon, où des milliers de fans se ruent à ses concerts, et pourtant, elle n'existe pas. Miku Hatsune est une chanteuse virtuelle, un hologramme sur scène. Le résultat est assez bluffant, regardez. Un drôle de spectacle. La chanteuse, l'orchestre, le décor, tout tient là-dedans, dont quelques grammes de mémoire informatique. C'est un opéra virtuel interprété par une chanteuse hologramme. La vedette s'appelle Miku Hatsune. C'est une chanteuse qui est sortie d'un logiciel. Fiche signalétique. 16 ans, 54 kilos, 1m52 si bonne mémoire. Son répertoire. C'est de la musique électronique qui fait un petit peu pop. Star au Japon, Miku est l'héroïne de jeux vidéo pour les adolescents, les enfants. Elle fait de la publicité pour des voitures. Et des millions de fans s'amusent à l'imiter partout dans le monde. Ce soir-là, au Théâtre du Châtelet à Paris, l'opéra est écrit par un Japonais. Sous-titré en français et plus sombre que le style habituel de Miku. Nous avons pris Miku et nous l'avons mise comme héroïne d'un opéra. Donc elle médite sur la vie, sur la mort, mais je trouvais que c'était très séduisant. Alors, verdict des fans français? Personnellement, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai apprécié quand même, c'était super sympa. Je trouvais qu'il y avait vraiment une ambiance dans laquelle on était, on se plongeait dedans et on oubliait vraiment tout le reste et j'ai vraiment adoré. C'était assez bizarre, mais personnellement, j'ai bien aimé. Bon, j'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé ça chouette. Un opéra avec des hologrammes sur scène. Et virtuel ou pas, comme le veut la tradition, à la fin du spectacle, tous les artistes saluent le public. Bon, et puis il faut assumer la coupe de cheveux, hein. C'est pas toujours réussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bientôt une chorégraphie avec des hologrammes, peut-être? Mais j'aime beaucoup les hologrammes, justement. Ouais. Il y a déjà des défilés qui ont été faits, il y a des présentations. Je voudrais qu'on parle un peu maintenant, qu'on fasse un retour sur votre carrière. Et pour ça, on peut parler en fait de 3 villes qui sont un peu le reflet de ce mélange de cultures qui vous caractérise. Vous allez nous dire un peu quelle place chacune d'entre elles occupe dans votre vie. On va commencer avec New York. Racontez-nous un peu ce que ça veut dire pour vous, New York. New York, c'est une ville très importante dans ma vie parce que c'est là que j'ai décidé d'aller quand j'avais 18 ans pour faire mes études de danse. Donc c'est là où tout a commencé un peu, non? Oui, et New York m'a appris qu'il faut jamais lâcher, qu'il faut poursuivre son rêve. Et parce qu'à New York, tu te croises toujours avec les artistes qui ont tous un rêve. Et moi, j'étais adolescent, j'étudiais là-bas et j'avais mon rêve. Et ça m'a vraiment aidé à rester concentré. J'ai appris à travailler rapide, à être dans la création et à trouver l'inspiration dans les roues. Voilà, et c'était le moment de ma vie où j'ai devenu indépendante, j'ai quitté ma famille et j'ai devenu adulte aussi, quelque part à New York. C'est un peu là où tout devient possible, c'est souvent ce qu'on dit de cette ville. Alors évidemment, on l'entend à votre très joli accent, Blancali, c'est aussi l'Espagne évidemment, et donc Madrid. Là, vous revenez un peu au flamenco, vous êtes né à Grenade, dans cette Andalousie. Pourquoi finalement c'est venu si tard? Et enfin, le flamenco, ce n'est pas venu tard, parce que j'ai toujours dansé le flamenco. Mais disons que j'ai commencé à danser plus professionnellement flamenco une fois que je suis rentrée de New York. Et curieusement, c'est à New York que j'ai décidé de revenir vers le flamenco parce que j'ai trouvé des danseurs de flamenco à New York avec lesquels j'ai commencé à faire des spectacles. Vous aviez un besoin de revenir à vos racines peut-être en revenant à Madrid. Mais justement, ça m'a fait revenir vers le flamenco, qui était quand même quelque chose qui était dans ma vie depuis toujours. Et voilà, et ça a continué. Et mon retour à Madrid après New York, c'était très intense. Et c'est quand je suis retournée de New York que je me suis dit, bon, maintenant c'est le moment, il faut que je monte ma compagnie de danse et il faut vraiment que je commence
à réaliser mon rêve. À réaliser votre rêve. Et puis alors évidemment, on y est, on s'y trouve, Paris. Vous y avez fondé votre compagnie, vous avez commencé votre carrière de cinéaste, parce qu'il faut le dire, vous avez réalisé 2 longs métrages, Le Défi et puis Pas à Pas. Ouais. Pourquoi la France? Et c'était d'abord une histoire d'amour avec une personne avec qui je partage ma vie depuis beaucoup d'années. Et on devait trouver une ville où tous les deux, on pouvait réaliser notre travail. Et on avait décidé que c'était Paris. Et aussi parce que Paris, c'est une ville de la culture, beaucoup de la danse, et une ville qui te permet de rencontrer énormément d'artistes et aussi rester en contact avec le monde artistique et culturel d'une manière très intense, et ce qui est très important pour moi pour aussi continuer à être inspiré tous les jours et voir plein de choses, parce que c'est important. Et de faire des événements comme la Fête de la Danse, ça c'était au Grand Palais en 2011. Oui, oui. Vous aimez beaucoup ces événements complètement fantasques et très créatifs. Oui, la Fête de la Danse, c'était un projet que j'avais depuis longtemps, et qui est un projet de dire aux gens ne pas perdre de danser. Ouais. La danse, ce n'est pas juste nous qui faisons ça de manière professionnelle, mais la danse, c'est aussi pour vous, c'est pour tout le monde. Et je trouve que la danse fait partie de l'histoire de l'humanité, elle était tout le temps présente, et qu'on perd un peu de nos jours. J'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais je ne peux pas danser, j'ai peur ». Et je dis « Non, mais ce n'est pas possible. La danse est dans nous ». Donc la Fête de la danse était faite pour approcher les gens vers la danse, les faire rencontrer les danses du monde entier, parce qu'on montrait les danses et les cours de danse de beaucoup de styles qui venaient de tous les coins du monde. Et surtout, c'était un événement pour danser. Et on le voit, ça a très bien marché. On a vu les images. N'hésitez pas à partager cet amour de la danse. C'est en gros ce que vous nous dites. Blanca-Lee, merci beaucoup d'être venue nous voir au Journal de la Culture et nous parler évidemment de votre dernière création. Je rappelle le titre, Robot, qui sera à voir au Théâtre des Champs-Élysées ici à Paris du 23 décembre au 5 janvier. Blanca, juste avant de se quitter, vous aimez l'art contemporain ? J'adore. Vous adorez. Alors, on va justement se quitter avec des images de la 18e foire européenne d'art contemporain de Strasbourg qui se tiendra du 22 au 25 novembre prochain. Merci évidemment à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. À très vite.